Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 89 de mai 2023. Comme vous le savez peut-être, je m'intéresse depuis longtemps à la communication digitale. J'avais d'ailleurs créé un premier blog en 2010 en muséologie qui est d'ailleurs toujours accessible. Il s'appelait musée-oh. Et J'ai l'œil du tigre, c'est un peu un nouveau chapitre dans cette création de contenu. Dans les années 2010, j'ai même enseigné à l'université sur cette question de site web, de réseaux sociaux, secteur musée, où le métier de community manager émergeait avec Facebook entre autres. Ça ne nous rajeunit pas. C'est d'ailleurs moi qui ai créé avec les étudiants de master muséo-expographie pour Serge Chaumier le blog L'Art de Musée avec la direction éditoriale des premiers articles pendant 2 ans. Vous ignorez peut-être cet historique. Bref, la communication digitale m'intrigue, mais je ne m'estime aucunement experte. J'expérimente souvent sans trop me mettre de pression et tergiverser, sinon je ne ferai rien, je pense. Ça a été le cas pour la création de ce podcast et même les publications et les quelques réels que je fais sur Instagram. Le secteur de l'influence est pour moi flou et intriguant. Pour en parler avec un focus culture, je reçois Amélie Benchala, experte sur le sujet. Amélie est chargée de communication digitale au FRAC Centre Val-de-Loire. Elle est créatrice de contenu autour de la communication numérique culturelle sur Instagram, LinkedIn et Twitch. Elle aime tester et mettre en avant les initiatives innovantes qui mêlent l'art et les nouvelles technologies afin de donner envie de culture. Spécialisée dans le domaine de l'influence, elle a rédigé un mémoire sur les musées et les influenceurs. Elle suit de près ces évolutions. Active professionnellement en tant que chargée de communication depuis plus de 5 ans, elle tente d'infuser son regard de génération Z et d'expérimenter de nouveaux formats. Pour elle, le marketing n'est pas tabou dans la culture et les influenceurs peuvent être des acteurs de la démocratisation culturelle. Je vous laisse découvrir notre conversation inspirante qui aura peut-être de l'influence sur vos futures actions. Les exemples cités dans notre conversation sont listés dans les notes de l'épisode. Le petit i sur le player où vous devez cliquer sur funinmuseum.com ou en description de l'épisode de votre plateforme d'écoute. Bonjour Amélie, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. Alors prête à nous parler communication digitale et influence secteur musée aujourd'hui ? Mais oui, bonjour à toi également. Merci de m'inviter et ouais, j'ai hâte qu'on discute de ce sujet qui me passionne. Oui, en plus, j'ai cru comprendre, Amélie, que ce podcast avait été pour toi l'occasion de te replonger dans ton mémoire et tes recherches sur le sujet. J'ai vu que ça potassait quand même pas mal dur, hein, non ? Sur Instagram. Ouais, tout à fait. Bah, ça m'a replongé dans ces années de recherche, d'écriture qui étaient assez difficiles, hein, faut pas se mentir. Mais ça fait plaisir aussi de voir tout le travail accompli et de reprendre et de partager aussi ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert. Oui, tout à fait. Alors en tout cas, je suis vraiment ravie de t'accueillir en tant qu'experte sur la question. De mon côté, c'est beaucoup moins mon domaine, c'est un peu nébuleux. Et j'ai hâte d'écouter tes réponses à mes questions qui sont sans doute celles aussi des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent. On avait déjà parlé sous un regard marketing de communication digitale, de TikTok au musée et un peu d'influence aussi, une petite intro avec Jérôme Ramaker que tu connais. C'est ce que tu m'as dit en off, oui. Dans le podcast numéro 38 en 2021. Et puis, les auditeurs y retrouveront facilement ce lien d'écoute dans la description de cet épisode qui est complémentaire du coup à celui-ci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Amélie, je vais te poser une question pas toujours évidente.
Peux-tu, s'il te plaît, te présenter rapidement aux auditeurs et auditrices en nous disant quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime, en lien ou pas avec le sujet du jour, hein, c'est libre. Oui, c'est une grosse question, mais ça fait sens aussi pour moi. Enfin, voilà, donc je m'appelle Amélie Benchalal, je travaille depuis bientôt 2 ans au FRAC Centre Val de Loire en tant que chargée de com digital. Et je crois que ce qui m'a un peu toujours animée dans la vie, c'est de donner envie de culture. Et ça, déjà, dès le lycée, en fait, moi, j'ai toujours été intriguée par la littérature, par le théâtre, et je me disais, mais comment ils arrivent, ces artistes, ces auteurs, à nous transmettre tant d'émotions avec des mots, des gestes, ou juste une vibration dans la voix. Et je me suis dit, mais j'ai envie de les accompagner, en fait. Moi, ce que j'ai envie, c'est de les valoriser, de les aider à percer. Mhm. Et en sortant du lycée, j'avais pas forcément d'idée de métier. Enfin, je trouve que c'est difficile de se rendre compte des métiers de la culture quand on n'est pas dans le milieu. C'est vrai qu'on en découvre beaucoup sur la route, en fait, et puis même parfois Oui. un peu sur le tard, même si c'est toujours possible de se reconvertir, mais c'est vrai que ça reste encore assez confidentiel et peu connu, en fait, surtout les différentes branches qu'on soupçonne pas. Oui. Dont celle dont on va parler aussi, la com digitale, qui commence à arriver, parce qu'il y a pas mal de bachelors, etc., qui sont sortis, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les voies possibles. Et c'est justement, comme tu dis, en cheminant, en essayant plusieurs choses. Moi, j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait une licence aussi en médiation culturelle, parce que je me suis dit, c'est peut-être ça, peut-être que c'est la médiation culturelle qui va me permettre de donner envie. Et c'est en montant un spectacle de théâtre et en créant des outils de communication que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être plutôt la communication qui me correspondait. Donc j'ai dû faire un dossier de presse, une affiche, un flyer pour un spectacle. Et je me suis dit, mais en fait, ces outils-là, c'est le premier contact qu'a le public avec le spectacle, avec l'œuvre. Et je me suis dit, c'est peut-être là qu'il faut agir. Et c'est peut-être là qu'il y a des cartes à jouer justement pour donner envie de culture. Et à partir de là, j'ai un peu repris à zéro. J'ai fait un BTS Com et après un master en communication digitale. Et voilà, mes réflexions ont continué à se faire. J'ai aussi expérimenté pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Quand j'étais surveillante au musée des Beaux-Arts et qu'il n'y avait personne dans les salles, bien sûr. Oui, bien sûr. À certains moments, quand même, je prenais mon téléphone et je faisais des photos des œuvres et j'essayais d'expliquer en story les œuvres de manière un peu simple, un peu drôle. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça beaucoup mieux que moi. J'ai découvert Camille Junot, la Minute Culture, oui, Antoine Vitek de Culture et vous. Et je me suis dit, mais il y a peut-être aussi quelque chose à faire sur les réseaux sociaux, dans le domaine de l'influence pour donner envie de culture. Et donc mon parcours s'est construit comme ça autour de cette envie de donner envie de culture. Ah bah super. Bah écoute, merci beaucoup Amélie. Moi je trouve que c'était très très inspirant déjà. Alors première question que je voulais te poser dans ce podcast invité. On commence un peu fort, brut de décoffrage, un peu mon style. Que peuvent apporter les influenceurs digitaux au musée? Avantages et limites sans filtre, bien sûr. Sans filtre. Sincérité, transparence. Cette question elle est assez énorme parce que c'est tout l'enjeu de mon mémoire. Donc c'est pas forcément évident de répondre. Et puis surtout, c'est que ça dépend beaucoup du musée, de comment il se considère, de qu'est-ce qu'il recherche. Est-ce qu'il recherche à faire plus d'entrées? Est-ce qu'il recherche à toucher de nouveaux publics? Est-ce qu'il cherche juste à donner de l'information sur son exposition? Mais ça dépend aussi des influenceurs. Parce qu'en fait, quand on monte un projet avec un influenceur, il faut réussir à prendre en compte justement les envies, les besoins de chacun. Oui, et puis tu parles beaucoup dans ton intro de valeurs aussi, oui. Tu vois, de valeurs du musée. C'est un peu ton intro de mémoire. Et c'est vrai qu'en effet, si on ne sait pas le cadre pour construire un cahier des charges, déjà, on ne sait même pas quel influenceur contacter, en fait, qui peut nous apporter un plus. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de répondre à cette question. En tout cas, il y a plusieurs voies. Il y a une voie un peu marketing, parce que c'est dans ce domaine-là où il y a eu plus de recherche, de textes, d'expérimentation avec les influenceurs. Donc avoir recours à un influenceur pour
dans le cadre des musées, faire plus d'entrées. Et c'est un investissement qui se fait. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Fanny Duverger, qui travaille pour l'Exploratorium à San Francisco. Et eux, là-bas, ils ont une vraie stratégie de marketing d'influence avec plusieurs cibles d'influenceurs avec lesquels ils vont collaborer dans des projets assez ambitieux pour justement faire venir des publics cibles. Donc là, c'est vraiment une stratégie marketing commercial. D'ouverture pure, vraiment on va essayer de capter des non-usagers finalement ou des usagers mais qui sont peut-être moins fidèles pour justement faire plus d'entrées. Stratégie marketing à fond. Et voilà, c'est des choses qui fonctionnent, ce qu'elle m'expliquait, qui fonctionnent très bien dans d'autres domaines. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas aussi dans le domaine de la culture quand il y a un besoin financier? Et à côté de ça, il y a aussi l'aspect plus communication, relations publiques, qui est un peu plus mon domaine. Et justement, on peut faire appel à des influenceurs parce qu'ils vont permettre au musée de toucher une cible différente. Parce que quand un musée communique sur ses réseaux sociaux, il va toucher son audience, c'est par exemple 10 000 abonnés, un petit peu plus parce qu'il va acquérir de nouveaux abonnés, mais ça reste assez restreint. Et ce qui est intéressant avec l'influence, c'est de pouvoir toucher l'audience de l'influenceur. Et là, on peut être un peu stratège aussi et essayer de toucher une cible qui potentiellement peut être intéressée par notre exposition, par nos activités, etc. Donc ça peut permettre la visibilité. On peut aussi jouer sur de l'image, de l'affect. Voilà, et demander à un influenceur de collaborer pour mettre en avant une exposition, lui donner carte blanche pour qu'il puisse s'exprimer librement, donner sa vision de l'expérience de visite et justement créer une vision différente, un regard différent de celui du musée qui va aussi permettre de toucher son audience et donc de développer peut-être un peu d'affect. Et après, il y a toujours aussi, même dans la communication, cette volonté de faire venir et de donner envie de venir. Enfin voilà, faut pas être dupe non plus. Si on crée du contenu, c'est aussi qu'on a envie que derrière les gens viennent. Oui, donc du coup, finalement, en fonction de l'influenceur qu'on va contacter, c'est pour une recherche de visibilité, toucher d'autres publics qui est peut-être un non-public, mais surtout, c'est aussi travailler son image de marque en tant que musée, parce que justement, si on prend tel ou tel influenceur, je sais pas, dont une spécialité, c'est les jeux de société, je dis n'importe quoi, mais en fait, ça va aussi bouger certaines lignes et aussi contribuer à donner peut-être à certains futurs visiteurs une image qu'on n'a pas forcément du musée à l'instant T, dans les discours en fait de com habituels. Exactement, c'est exactement ça. Et pouvoir faire découvrir une exposition à une audience différente. Par exemple, je sais pas, on a une exposition sur les objets créés à partir de la nature. On peut très bien faire appel à un influenceur DIY qui crée justement à partir du zéro déchet, j'en sais rien, on peut imaginer beaucoup de choses, et justement aller toucher cette audience qui s'intéresse à la création, pas forcément à l'exposition, mais à la création, et pouvoir leur faire découvrir justement notre exposition et les intéresser. Oui, les artistes et puis d'autres inspirations finalement dans leur pratique de do it yourself. Ok, et là on a parlé beaucoup des avantages, mais est-ce que toi tu vois des limites justement des influenceurs digitaux au musée, ou peut-être des points de vigilance à avoir? Oui. On a vu, je sais pas si tu as suivi, il y a eu pas mal, il y a eu quelques articles justement qui venaient toucher certaines limites, notamment d'un point de vue médiation culturelle et partage de connaissances, justement, qui est légitime à partager de la connaissance et de la recherche. Donc là, il y a une petite limite aussi, c'est-à-dire que pareil, on fait appel à un influenceur, mais il faut aussi connaître ses compétences et dans quoi il est bon, et pas lui confier des missions qui ne sont pas les siennes. Voilà. Oui, et du coup, peut-être avoir un regard, on va dire scientifique, comme quand on fait appel à un rédacteur, en fait, pour des textes d'expo, d'avoir peut-être un regard de vérification sur les sources et puis le discours pour qu'on soit dans la véracité scientifique du coup des contenus. Il y a quand même ce regard-là à avoir. Oui, ça se fait. Hein. Souvent, on a quand même un droit de regard sur ce qu'ils produisent pour pas qu'il y ait d'erreur. C'est toujours la limite aussi, c'est-à-dire que les influenceurs, ils tiennent beaucoup à leur liberté de ton
et d'expression. Et une des limites aussi, ça pourrait être de ne pas entraver cette liberté-là, par exemple. D'accord, cette créativité d'expression, du coup. Ok. Est-ce que tu vois d'autres points de vigilance quand on a recours à un influenceur, si on est un musée ou une autre structure culturelle? De points de vigilance à avoir en tant qu'établissement, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses à faire attention, voilà, par rapport à leur rapport éventuel? Parce que c'est vrai que par exemple dans d'autres domaines, il y a quand même des influenceurs qui ont été recadrés par la loi, tu vois, il y a quand même eu pas mal de, d'actualité là-dessus. C'est un métier qui est de plus en plus, qui va être de plus en plus contrôlé aussi. Est-ce que Oui. les musées sont touchés par de ce domaine de l'influence qui est très général, tout secteur de services et de commerce? Oui, après j'ai du mal à voir comment ça peut impacter dans le domaine de la culture, parce que souvent les dérives dans l'influence, c'est vraiment lié aux arnaques en fait, et aux fausses Mhm. informations. Donc après, voilà, si on vérifie scientifiquement, comme tu dis, le contenu, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et des arnaques dans le domaine de la culture, j'ai du mal à voir, mais peut-être, je sais pas. Tant mieux, tant mieux. Ok, mais Oui, c'était c'est vrai que vrai. comme il y a eu pas mal de presse sur toutes ces dérives et que je sais que le métier d'influenceur Oui, commence à être, comment dire, il y a des législations qui commencent à encadrer tout ça, il y a des agences d'influenceurs. Voilà, je me posais la question, mais peut-être qu'on en saura plus avec la deuxième question. Quels sont leurs profils à ces influenceurs, rémunérés ou bénévoles? Grosse question avec l'argent dans la culture. mm. Expert culture ou plutôt autre secteur, lifestyle par exemple, professionnel ou amateur? Bah là, encore une fois, il y a un peu de tout. Et justement, c'est enfin pas un vrai enjeu, mais en tout cas, il faut vraiment, si on veut réussir sa collaboration, il faut vraiment s'intéresser à l'influenceur avec qui on veut collaborer. Mais dans les profils, on a vraiment de tout, principalement des amateurs quand même, en histoire de l'art, je veux dire. D'accord. Euh, et c'est ça aussi, je trouve, qui fait aussi leur valeur et qui peuvent, parce qu'ils arrivent aussi à se détacher un peu de l'aspect scientifique, trop scientifique parfois. Et ils ont ce rôle un peu entre deux, mais pas tous, hein. Il y en a aussi qui sont experts. Et souvent, ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'ils se définissent pas forcément en tant qu'influenceurs, parce que c'est pas toujours leur activité principale. Voilà, je pense à Camille Junot de la Minute Culture avec qui j'avais pu échanger pour mon mémoire et qui disait que pour elle, Instagram, c'était surtout une vitrine pour montrer aux institutions et aux partenaires potentiels ce qu'elle savait faire, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'à côté, elle est autrice dans le domaine de la culture et voilà, c'est pas forcément une fin en soi. Après, j'avais aussi échangé avec le scribe accroupi. Mhm. Et lui, il faisait enfin, il crée des vidéos, mais de manière très désintéressée. Il ne demande rien en échange. Il le fait parce que vraiment, il y prend énormément de plaisir et qu'il aime avoir ce temps privilégié avec les conservateurs principalement. D'accord. Donc il y a vraiment des profils très différents, mais ce qui les réunit souvent, c'est qu'ils sont passionnés d'histoire de l'art, passionnés de culture, ils aiment découvrir de nouvelles choses, et ils ont souvent aussi une mission. Voilà, Camille Junot, c'est apporter un autre regard sur l'art et la culture, un peu décalé et casser un peu ce mur ou voilà, cette distance qu'on a avec l'histoire de l'art. Oui, puis avec un vocabulaire qui est totalement différent, qu'on retrouve pas forcément dans le secteur musée, qui est beaucoup plus détaché, humoristique, voilà, totalement décalé parfois, très péchu. Carrément. Et ils ont chacun justement leur mission. Enfin, ça part vraiment d'une passion et d'une envie d'avoir enfin, un impact, je sais pas, mais en tout cas de changer quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Comme on disait aussi, leur liberté de ton et de choix
dans les sujets qu'ils traitent. Ça aussi, c'est quelque chose de commun. Mais après, sur comment eux, ils se représentent, est-ce qu'ils se représentent comme influenceurs, médiateurs, créateurs de contenu, ça c'est totalement différent. Et la rémunération aussi. Voilà, le scribe à copie qui ne souhaite pas être rémunéré et d'autres qui vont avoir déjà des grilles, par exemple, de contenu avec des tarifs très précis. Donc c'est très D'accord. différent. Donc Ouais. avec des grilles tarifaires, finalement, comme on peut le retrouver Oui, dans l'influence de d'autres oui, secteurs, notamment l'influence lifestyle ou bricolage, etc. D'accord. Ok. Avec des partenariats vraiment rémunérés qui sont affichés. Ok. D'accord. Et en termes de... C'est vrai que les influenceurs, notamment quand on veut toucher le non-public, ben, ça va se destiner par exemple à des publics plus ados, moins enfants peut-être, mais est-ce que en termes de tranche d'âge, on a vraiment une diversité ou pas? bah, c'était vraiment une de mes questions aussi lors de mon mémoire. Après, ça remonte à quelques années quand même, mais je pense que les audiences, leur audience évolue aussi. Mais en termes d'âge, oui. Enfin, j'avais échangé avec Camille Junot et même Antoine Vitek. Oui, c'est un peu plus jeune euh, que l'audience des musées. On va en dessous de 25 ans, il y en a quand même. Et c'est surtout ce que me disait Camille Junot, il y a quand même pas mal de personnes qui découvrent aussi et qui se passionnent en fait de l'art ou de l'architecture, de plein de sujets culturels grâce à ces contenus. Et c'est ça qui pour moi est le plus intéressant en fait. Que ce soit une tranche d'âge ou autre, oui, mais que voilà, qu'il y ait ces gens qui découvrent et qui apprécient grâce à ce type de contenu, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ok. Donc plutôt une diversité, mais plutôt une tranche d'âge plus jeune, mais Un peu. pas un peu plus jeune, mais pas forcément des ados ou ce genre de choses. Non. Parce que, Non. je te pose cette question-là parce que moi, ça m'avait marqué. J'avais, comment dire, l'été dernier, j'étais allée aux Pays-Bas en vacances. Et puis, il y avait pas mal de com, pas forcément digital, mais plutôt presse. Et en fait, dans cette com presse, tu sais, les fameux magazines que tu peux trouver dans certains musées, ben, en fait, j'avais trouvé ça super intéressant. C'était carrément des enfants qui faisaient les articles et qui interviewaient les commissaires, Mm-mm. etc., qui faisaient de la création de contenu, mais vraiment à Mm-mm. parole d'enfant. Et c'est vrai que moi, je suis pas d'influenceur enfant, que ça soit sur YouTube ou ailleurs, mais d'autres le font peut-être. Et je me demandais, comme les enfants, souvent, ils sont quand même prescripteurs des sorties Bien familiales, sûr. etc. Je me demandais si côté musée culture, il y avait des baby influenceurs, mais pas pour le nombre d'abonnés, mais baby en termes de tranche d'âge. Je me posais cette question-là. Hmm, je sais pas. Après, oui. Vu qu'il y a des limites d'âge aussi sur les réseaux sociaux, je crois que c'est Bah oui, bien présent, sûr, donc il y c'est a ça. Mais réglementé. en tout cas, mais enfin, je trouve ta question hyper pertinente sur la tranche d'âge pour un établissement, en tout cas, qui voudrait toucher aussi vraiment, je sais pas, par exemple, les 20 ans. Et c'est vrai que c'est possible, mais ça demande une réflexion totalement différente et de ne pas forcément aller vers des influenceurs digitaux, mais d'aller vers des influenceurs qui ont une audience très jeune et peut-être qui sont Oui. dans un autre domaine. Et c'est là tout l'intérêt pour moi du recours aux influenceurs et toute la difficulté aussi de monter ce type de projet, c'est d'arriver justement à trouver l'influenceur qui va avoir cette audience-là et qui est aussi potentiellement intéressé pour collaborer sur des sujets culturels. Oui, parce que c'est vrai que souvent tu as des influences, par exemple des mamans en fait qui ont des enfants, Oui, qui font des loisirs, etc. Et on voit mm, souvent leurs oui, enfants qui contribuent aussi à la oui, création de contenu. J'en vois parfois, c'est Lil by Matt, il me semble, Lil mhm, by Might, qui par exemple, entraîne son fils parfois à Nausicaa ou ailleurs. Donc il y a un contenu plutôt culture, musée, mm, qui est introduit dans un compte plutôt lifestyle où on peut autant découvrir un mm, restaurant, une marque de vêtements ou du coup une sortie en famille. Mais j'ai pas l'impression que c'est souvent le cas dans les contenus de musées en fait d'avoir des mamans du secteur lifestyle qui peuvent être ambassadrices de certaines sorties. J'ai pas
Je sais qu'il y a une personne aussi près de la Loire qui fait ça, mais j'ai pas l'impression que ça soit les influenceurs les plus courants. On est plutôt sur des influenceurs publics plus adultes, j'ai l'impression, même s'ils sont plus jeunes que l'audience. Mais j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers plutôt des solos et puis adultes. Oui, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, moi, je peux pas te donner de nom d'influenceuse, justement, famille, lifestyle, qui a collaboré avec un musée. Je connais pas. Après, ça existe peut-être, c'est juste que j'en ai pas eu écho. Mais après, là-dessus, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ce que j'essayais aussi de diriger un peu dans mon mémoire, d'amener justement conseiller les musées justement d'aller vers des influenceurs plus lifestyle, des influenceurs autres que le domaine culture, parce que c'est là où ça devient intéressant et que ça rejoint aussi les missions de développement des publics, toucher d'autres publics. Et ouais, moi je pense qu'il y aurait des grandes, des choses intéressantes à faire dans ce domaine-là. Et en plus, si on met aussi des notions de local, c'est tout bénéfique pour les musées. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt en vase clos. Tu vois, moi, j'avais été super intéressée par exemple, la marque Make My Lemonade, donc de vêtements, qui avait fait, par exemple, tout un shooting photo au musée du Bourget, en fait. Et du coup, il y avait eu des contenus musée du Bourget par l'intermédiaire, parce qu'en fait, ils avaient utilisé en fait les endroits du musée pour faire des photos pour une collection un peu rétro, avec on avait l'impression de prendre l'avion, etc., un peu dans les années 50-60. Et du coup, tu vois, ça, je trouvais ça intéressant, parce que du coup, c'était juste parce que c'était un shooting à cet endroit culturel, mais j'ai pas forcément vu que c'était pas en fait le musée qui avait qui avait contacté la marque, c'était plutôt la marque qui avait choisi ce lieu-là pour un shooting, parce que c'était en lien avec l'histoire que la personne voulait raconter. Et du coup, cette marque avait aussi fait des stories sur les aviatrices qui étaient ultra inspirantes. Donc tu vois, il y avait vraiment du vrai contenu culturel dessus, mais sur une marque de mode, tu vois. Et je trouvais ça vachement intéressant, parce que justement, tu t'attends pas à ça. Et j'avais été agréablement surprise, en fait, de suivre cette marque et de découvrir un contenu musée sur un compte en plus que je ne m'attendais pas forcément à avoir ce type de contenu. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu en off, que le secteur musée et culture est parfois un peu en vase clos. Et je trouve qu'une des opportunités de l'influence, c'est justement d'ouvrir le champ des possibles avec d'autres secteurs, en s'inspirant du retail, de la mode, et puis d'avoir peut-être des influenceurs lifestyle totalement différents en termes de profil pour toucher complètement d'autres personnes. Moi, je ne m'attendais pas sur mon compte un peu d'éco-lifestyle de tomber sur ce genre de contenu indirectement, par exemple. Non, c'est super intéressant comme exemple. Je n'en avais pas du tout entendu parler. Et c'est vrai que d'un côté, je trouve ça rassurant. Ça veut dire qu'aussi les marques arrivent très bien à faire du contenu avec un aspect culturel pertinent. Donc pourquoi est-ce que les musées ont peur, parce que je pense que c'est une peur, ou en tout cas craignent de collaborer avec des influenceurs lifestyle, des marques, alors qu'ils arrivent très bien à le faire. Je pense que la crainte, elle est justement que ce soit quelque chose de trop superficiel. Mais on voit très bien avec ton exemple qu'ils arrivent à faire des choses qui vont bien au-delà. Et tu vois, cette marque-là avait fait la même chose, je crois que c'était le shooting d'avance, à la Villa Cavrois, tu vois. Donc du coup, tu vois, parce qu'en fait, ça rentre dans leurs identités de marque et ça collait avec l'histoire de la collection de mode. Sûr. Et je trouve ça très intéressant, justement, de faire des liens comme ça, tout secteur, parce que je trouve que les musées et la culture devraient s'intéresser et s'inspirer d'autres secteurs, que ce soit le retail, tu vois, le retail ou autre chose, le design, et on fonctionne peut-être un peu trop en vase clos. En tous les cas, c'est parfois l'impression qu'on a, notamment dans les profils et les exemples qu'on peut donner. Et justement, en lien avec tes contenus sur Twitch et Instagram, mais aussi tes expériences de terrain, peux-tu nous donner des exemples de contenus originaux, justement, en communication digitale, secteur culture, musée, expo, qui inspireraient nos auditeurs pour un peu ouvrir le champ des possibles? Oui, carrément.
Et en plus, ça va être un peu en lien avec ce que tu disais, cette idée que, bon, j'allais dire, souvent les bonnes idées viennent un peu d'extérieur, mais non, en fait que en fait là, c'était une initiative, c'est à l'initiative en tout cas d'un streamer qui a souhaité faire un live dans un musée et qui a fait toute une série comme ça dans plusieurs Tu niveaux. peux dire justement aux auditeurs ce qu'est un streamer, parce que peut-être que tout le monde ne Un le sait pas. streamer, bah, c'est tout simplement quelqu'un qui fait de la vidéo en live, sur Twitch principalement, Ok. ou sur YouTube. Et en fait, enfin, je vais peut-être donner son nom, c'est pas mal aussi. Il s'appelle Étoile et il est assez connu sur la plateforme Twitch. Il est assez connu parce qu'il fait notamment des lives en réaction à Question pour un champion. Donc il est déjà intéressé par la culture générale. Et il a vraiment un amour, une passion en tout cas pour l'art, qu'il a évoqué plusieurs fois dans ses lives. Et il avait eu très envie de faire un live en direct dans un musée. Et il a créé justement un format que je trouve hyper intéressant, et qu'il a répété plusieurs fois. En fait, il est allé au musée d'art moderne de Paris en premier, si je dis pas de bêtises. Et il a invité un autre streamer qui s'appelle Ponce, qui lui est plus dans le domaine des jeux vidéo, un peu culture aussi, mais plus jeux vidéo. Et donc c'était un format avec 3 personnes. Il y avait donc Étoile, Ponce et un guide conférencier, je crois qu'il venait en lien avec les Beaux-Arts, enfin l'entreprise Beaux-Arts. Et donc ça faisait une visite justement en direct à 3 voix, avec justement des discours très différents, un discours expert du guide conférencier et à côté un discours très relâché, très simple, comme en fait on pourrait tous l'avoir dans un musée. Et ça permettait à la fois d'avoir des connaissances sur les œuvres, mais tout en ayant aussi toutes les remarques et les questions qu'on peut tous se poser quand on est face à certaines œuvres ou dans un musée. Et j'ai trouvé le concept hyper intéressant de croiser justement ce discours, parce que chacun peut s'y reconnaître. Et c'est des lives qui ont très bien marché. J'ai plus les chiffres là devant moi, mais je les avais extirpés sur mon compte Instagram, vous pouvez les retrouver. Et c'est des lives qui ont super bien marché, et dans le chat, il y avait beaucoup de réactions, à la fois des gens qui reconnaissaient des œuvres, des gens qui rigolaient et qui apprenaient des choses. Et pour moi, c'est des formats qui marchent bien, d'autant plus que c'est une initiative de l'influenceur qui a vraiment en fait envie de collaborer. Et ça rejoint du coup un peu ce que tu disais sur cette marque. Oui. C'est que les propositions viennent aussi des influenceurs eux-mêmes. Ok. Et là, c'est vrai que quand on parle influence, moi, j'ai plutôt, dans le secteur musée, j'ai plutôt bizarrement en tête des musées d'art. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de structures, je sais pas, plus scientifiques, des muséums, j'en sais rien, qui font appel à des influenceurs aussi? La question qui tue. Des musées... Ouais, des muséums ou des musées de sciences et techniques qui ont déjà aussi ces recours, parce que j'ai l'impression que des fois les contenus influencent, elles sont plutôt liées à des contenus un peu beaux-arts, mais pas forcément à des contenus scientifiques. Après, peut-être que les auditeurs, ils pourront, à l'issue de l'épisode, nous donner plein de comptes super intéressants. Ouais, je pense qu'ils auront plein d'idées aussi, mais moi, j'avoue que comme ça, je vois pas, ou peut-être que ça me viendra après. Après, dans le domaine de l'histoire, il y en a aussi. Enfin, le musée de l'armée, depuis plusieurs années, a toute une stratégie d'influence. Avec des mini-vidéos, puis même des mini-vidéos qui sont super intéressantes, courtes, sur des démos d'armes et tout, etc., qui sont très très bien fichues, tout à fait. Mais voilà, je me posais la question, est-ce que l'influence, on est plutôt dans le domaine finalement des musées d'art ou plutôt de tout autre musée? Parce que c'est vrai qu'un musée de la pantoufle, il pourrait aussi collaborer, tu vois, avec un influenceur qui adore les pantoufles, tu vois. Ou le thé, tu vois, tu vois, tout ce que tu peux trouver, les arts décoratifs, là on est un peu dans le domaine de l'art, mais
mais tout ce qui est musée d'artisanat, pourquoi pas travailler avec des influenceurs du do-it-yourself ou des créatrices de bijoux, tu vois. J'ai l'impression d'avoir peu d'exemples, en fait, où, en tous les cas, moi, sur mon feed Instagram, bêtement, tu vois, quand je vois de l'influence, je vois des musées d'art, mais je vois pas forcément de l'influence dans d'autres types de musées que je suis. Mais c'est peut-être... Ouais, moi pareil, mais peut-être que, enfin, parce que c'est peut-être des sujets aussi auxquels je m'intéresse moins. Peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, les influenceurs dans ce domaine, ils existent dans le domaine des sciences. Il y en a beaucoup. Et il y a eu des choses, je pense, sur YouTube, mais j'ai pas la connaissance pour en parler. Et après aussi, ça rejoint un peu ta question sur les freins, dont on n'a pas parlé. Mais un des freins principaux aussi à l'influence pour les musées, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de créer des projets ambitieux et de qualité. Parce que inviter des influenceurs à un vernissage, c'est pas très long. Ça ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup de ressources, que ce soit humaines ou financières. Mais dès qu'on est dans des projets qualitatifs plus gros, ça demande très rapidement du budget pour rémunérer l'influenceur, pour l'accueillir, pour voilà, avoir tout ce qu'il faut aussi pour créer cet événement. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps entre sélectionner, aboutir à la démarche et de compétences aussi. Oui, et du coup, peut-être qu'il y a plus ou moins des profils de musées et de structures qui sont peut-être plus taillés, Oui, taillés pour ça, justement. Et ça faisait pas partie forcément des questions qu'on avait préparées ensemble, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu aurais des tips un peu concrets, justement, à ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans la com de musées ou de structures culturelles, s'ils veulent avoir recours à un influenceur, même si ça, entre guillemets, ça peut prendre du temps à certains moments, notamment quand on est sur de la création de contenu. Est-ce qu'il y a différents niveaux possibles pour essayer de faire appel à des influenceurs? Donc là, tu parlais d'invitation à des vernissages. Est-ce que la deuxième étape, c'est quoi, la création d'une vidéo? Est-ce que tu as des petits tips à donner aux pros? Oui, il y a plein de niveaux de collaboration avec les influenceurs. Je les ai d'ailleurs détaillés pas mal dans mon mémoire. Ah, d'accord. Mais le niveau 1, c'est vraiment ça, c'est l'invitation à un événement, que ce soit un vernissage ou un événement, je sais pas, un concert, j'en sais rien. Après, il y a la création de contenu. Ça peut être, voilà, entre guillemets commandé, mais c'est pas trop le bon terme. Du simple post au réel, à Ouais, la story, voilà. au live après avec la personne, si ça peut être pertinent. Ok, il y a tout un degré possible. La création de contenu. Et après, il y a vraiment la collaboration au sens où on va créer quelque chose avec l'influenceur, quelque chose d'unique. Et on va se mettre autour de la table pour réfléchir à un événement ou à un projet autour de lui ou d'elle. Après, ça peut être aussi du contenu, mais de manière plus régulière, d'avoir un partenariat. Oui, une vraie collaboration. Ouais, d'accord, ok. Oui, donc du coup, quelle que soit la structure, même si on est tout seul à gérer la com et qu'on a plein de choses à faire, rédiger les communiqués de presse, etc., c'est quand même possible, ne serait-ce pour les mettre dans le listing d'invitation, après peut-être un post, un réel, voilà, c'est quand même possible qu'on ait du budget ou pas, et puis ça oriente le cahier des charges et la cible de l'influenceur du coup. Et puis, oui, il y a quand même des niveaux, on peut quand même se lancer, même si on n'est pas Pompidou ou le Louvre, quoi. Ok. Donc, pas de pensée limitante. C'est possible. Est-ce que tu as d'autres exemples, contenus originaux à nous parler qui seraient peut-être de l'ordre de l'influence d'autres secteurs avec le rôle de la gamification, de l'intimité, de l'authenticité, de la spontanéité, qui sont peut-être des ingrédients qu'on retrouve pas forcément dans la com muséale et que tu trouves que ça serait sympa de partager à l'audience? Dans d'autres domaines que la culture? Non, dans la culture, dans la com digitale de notre secteur. Quelque chose Est-ce que, par exemple, souvent il y a des concours d'organiser? Est-ce qu'il y a des lives qui t'ont, hormis cette visite en live dont tu nous as parlé, est-ce qu'il y a des lives réguliers avec des influenceurs? Est-ce que tu as d'autres exemples à nous partager? Après, d'autres exemples, oui. Enfin, je peux développer un peu sur le musée de l'armée,
il y a eu un live qui était assez historique. Peut-être pas quand même, mais en tout cas, moi, qui m'a marqué, un live qui m'a marqué. C'était un gros dispositif, justement. Il y avait Icarius, je crois, et Rivenzi, qui étaient les invités. Et ils ont fait, c'était un live en plusieurs parties. Il y avait une partie table ronde, où justement il y avait ces deux influenceurs, mais aussi une personne de la médiation, une personne collection et une personne du service artistique. Donc il y avait une discussion autour des guerres napoléoniennes, si je me souviens bien. Et donc il y avait une partie plus contextuelle, et après il y avait une partie où ils avaient mêlé le jeu vidéo. Donc il y avait, je me souviens plus du nom du jeu, mais un jeu de reconstitution de bataille historique. Et justement, avec le commissaire, un des commissaires du musée de l'armée, ils essayaient de voir justement qu'est-ce qui était... est-ce que c'était réaliste ou pas? Est-ce que ce jeu reconstituait bien? Et c'était hyper intéressant. Et je pense que là, ils ont réussi à croiser aussi plusieurs profils, des profils vraiment d'historiens, et des profils plus jeux vidéo. Et voilà, moi j'aime beaucoup quand on mélange deux univers. Oui, la pluridisciplinarité, c'est important. Je trouve que c'est ça qui nous fait un peu sortir des sentiers battus et qui fait évoluer la créativité aussi. Je trouve que c'est important de s'intéresser à plein de domaines différents. Ouais, tout à fait. Donc, en guise d'ouverture de l'épisode, j'aimerais, Amélie, qu'on fasse un petit tour d'horizon, une veille 2023, des dernières tendances en communication digitale dans notre secteur. Quelles sont tes prévisions pour cette année et celles qui suivent? Parce que souvent, c'est vrai que dans la com digitale, on fait souvent des prévisions. Tiens, en 2023, la tendance, ça sera les réels, les lives, les machins, les trucs. Est-ce que tu as une petite prévision? Moi, je pense qu'on va aller vers beaucoup plus d'humains, et c'est déjà engagé par pas mal de musées, et de remettre en avant les professionnels qui travaillent dans les musées qu'on connaît très peu, en leur donnant la parole. Enfin, nous, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire au FRAC, et je vois que ça se fait de plus en plus. Et j'espère aussi qu'on va aller vers moins de contenu et des contenus de meilleure qualité, travailler interservice aussi, parce que en tant que community manager, on n'est pas forcément tous des experts de la médiation ou de la création de contenu avec un aspect scientifique et précis. Et j'espère vraiment qu'on arrivera vers de la création de contenu plus poussée, plus de qualité. Et je vois que ça se fait aussi dans d'autres établissements. Donc voilà un peu de mes prévisions, et plus de fun aussi. Plus de fun, de gamification, quelque chose de... Ouais, d'être plus dans la discussion aussi, avec ce public digital. On oublie souvent, mais dans le réseau social, il y a social. Donc, qu'on trouve aussi les moyens et le temps d'échanger et de créer des dispositifs justement digitaux pour échanger avec ce public. Oui, parce que c'est vrai que, par exemple, quand on contacte nous, si par exemple il y a un podcast intéressant qui est en lien avec un musée qui a développé telle expo, etc., nous, on va contacter en tant que public un community manager pour valoriser ce contenu. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément une espèce de liberté ou une spontanéité de repartager automatiquement dans certaines structures en tant que community manager par rapport à la liberté d'expression propre au community manager par rapport à toute une arcature de décision. Je sais pas... Parce que souvent, moi, quand je veux contacter un musée en disant « Tiens, j'ai parlé de tel exemple de votre musée dans tel podcast, si vous avez envie de le valoriser ou de le partager à votre audience, ça permet aussi un échange pas de visibilité, mais aussi de valoriser un média, de valoriser leur présence dans un média qui est sorti. Et en fait, on a l'impression que c'est compliqué, en fait. Oui. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais moi, c'est des questions que je me pose à chaque fois en tant qu'institution culturelle. Qu'est-ce que je peux valoriser? Qui je peux mettre plus en lumière que d'autres? Pour moi, il y a beaucoup de questionnements en ce moment dans nos métiers. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça peut être bloquant à certains niveaux, mais il faut qu'on arrive à trouver aussi du sens dans nos métiers. Est-ce qu'on est, 80% dans de l'information et
20% dans de la médiation, il faut qu'on arrive aussi à... Ça aussi, c'est un souhait. Ça aussi, Oui. c'est une perspective vers laquelle il faut aller. Justement, le digital, en fait, quel est l'intérêt aussi du digital pour le monde de la culture? Oui, Où on se positionne. Oui, et puis tu le rappelles avec cette question de réseau social, donc ça implique de l'échange. Bien et puis sûr. du coup, quand il y a de l'échange, il faut avoir une certaine liberté d'action et de spontanéité aussi, qui sont normalement l'un des ingrédients des réseaux sociaux aussi, cette spontanéité et cette communication qui est un peu plus libre et plus décomplexée, mais qu'on retrouve parfois pas toujours en tant que follower quand on veut s'adresser à une structure musée. Écoute, merci du coup Amélie pour d'avoir creusé avec moi ce sujet de la communication digitale. La boîte à idées est ouverte, donc les personnes qui nous écoutent peuvent l'enrichir sur les réseaux sociaux, etc. Et as-tu une actualité à nous partager avant de se quitter ? Mais oui, j'ai une petite actualité à vous partager, parce que j'ai également une chaîne Twitch. Donc vous pouvez la retrouver en tapant Amélie Benchalal, tout simplement. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Et ça fait un petit moment que je suis plus trop active, mais j'ai pour projet avec mon amie Yannette qui tient le compte Phare Contemporain sur Instagram et sur Twitch aussi. On a pour projet d'organiser un live autour des photographes dans les jeux vidéo et justement d'échanger avec plusieurs photographes sur justement la professionnalisation de cette discipline-là. Voilà, j'ai pas encore de date, mais on y travaille et on vous fera suivre l'information. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Communiquez, partagez du contenu, créez-en si le cœur vous en dit, avec ces 3 niveaux possibles dont on a parlé. Et n'oubliez pas que chacun d'entre nous influence et inspire ceux qui nous entourent. Et on espère, avec Amélie, y être parvenue aujourd'hui sur ce sujet. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Et encore merci Amélie pour la valeur que tu nous as apportée ici. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de 4 grands thèmes. La démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.